Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux de se retrouver, comme toutes les 2 semaines, avec Georges Spira pour continuer l'histoire des Juifs d'Orient avec Midreshet Yehuda Manitou. Bonne soirée à tous et merci Georges de nous faire partager toute cette histoire juive. Merci Johan et bonsoir à tout le monde. Alors, c'est dommage, personne ne me fait connaître les nouveautés, le carnet mondain. J'ai rien à annoncer ce soir. La dernière fois de la perception qu'ont les Juifs de l'Empire ottoman. Et on voit dans la lettre d'Andrinople, qui est datée du milieu du XVe siècle, que la terre ottomane, l'Empire ottoman est une terre d'accueil pour les Juifs. Un siècle plus tard, au milieu du XVIe siècle, nous avons une autre lettre de Samuel Houskay qui nous parle d'une terre de consolation. Ah, c'est beau dire que l'Empire ottoman est une terre de consolation, évidemment par opposition aux empires chrétiens. Et nous voyons dans cet Empire ottoman l'ascension d'un certain nombre de familles. Je vous avais juste mentionné, évidemment on reviendra en détail sur cette histoire, l'histoire de Dona Grazia et de son cousin ou de son neveu, on ne sait pas exactement, qui est arrivé très très haut dans la hiérarchie dans l'Empire ottoman. C'est d'ailleurs l'ascension la plus fulgurante qu'il y ait eu. Il n'y a jamais eu plus grande ascension que Dona Grazia. Ce que j'avais surtout mentionné, et c'est important, c'est qu'il ne faut pas croire que tout le monde était arrivé si haut, que tout le monde était riche, mais ces familles puissantes, fortunées, qui ont de l'entrisme politique auprès des autorités sont extrêmement importantes parce qu'elles ont une parfaite conscience de leur responsabilité à l'égard de la communauté et de leur rôle protecteur à l'égard des autres juifs. Et ce rôle protecteur marche tellement bien que l'Empire lui-même protège ses ressortissants juifs, y compris lorsqu'ils sont expatriés. Et je vous ai raconté l'histoire de la communauté juive d'Ancône, qui était condamné et que le sultan ottoman a sauvé, en tout cas en ce qui concerne les citoyens d'origine turque qui habitaient Ancône. Alors, ils n'ont pas toujours non plus été hospitaliers, il ne faut pas exagérer. Il y a eu des périodes où l'application du statut de dhimmi a été beaucoup plus sévère. C'est une question de politique intérieure, d'opportunité, de situation particulière qui fait que cette application du statut de dhimmi est plus ou moins sévère, plus ou moins stricte ou plus ou moins laxiste. Mais en 1700, donc on est au début du XVIIIe siècle, la situation est très différente et des récits qui sont rapportés par des voyageurs nous disent par exemple qu'on reconnaît immédiatement dans la rue qui est chrétien, qui est juif et qui est musulman, d'après la couleur des babouches ou la couleur du turban. Il y a des vagues d'hostilité qui sont consécutives à une situation politique donnée, à des frictions avec l'autorité. Et voilà, donc ce n'est pas toujours très tranquille. Mais en règle générale, la condition des Juifs dans l'Empire ottoman a plutôt été bonne. Et les Juifs ont été encouragés à venir. Ils ont été encouragés à immigrer, soit par des aides fiscales, soit tout simplement on les a laissés venir, et puis parfois aussi, on les a un petit peu poussés et on les a surtout installés dans les régions qui intéressaient les autorités ottomanes par le système politique, la loi qui s'appelle le Surgun, dont je vous ai déjà parlé, mais qui s'appliquait aussi bien aux juifs qu'aux chrétiens et même aux musulmans. Donc, mais un accueil correct. Le 15e et le 16e siècle, globalement, sont des périodes plutôt fastes pour la communauté juive qui se retrouve dans une situation de complémentarité par rapport aux Turcs. Pourquoi est-ce qu'ils sont complémentaires et non pas concurrents? Parce que d'une part, ils apportent des capitaux, ça c'est toujours intéressant. Ils sont polyglottes, c'est très important, ils parlent plusieurs langues étrangères, européennes notamment. Ils ont un vrai savoir-faire qui n'est pas connu dans l'Empire ottoman, dans le domaine de l'imprimerie, sont à la pointe de la médecine, de l'artillerie et des armes en général, et de la navigation. Donc, ce sont des gens utiles pour l'Empire. Ils sont d'excellents conseillers financiers également, conseillers politiques,
Et surtout, vu leur passé en terre chrétienne tellement douloureux, ils ne sont absolument pas suspects de trahison possible. Il est clair que les Juifs sont venus dans l'Empire ottoman se protéger, se réfugier des exactions des chrétiens, et donc ces gens ne sont absolument pas suspects d'une trahison quelconque à l'égard de l'Empire. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les chrétiens byzantins, orthodoxes, qui ont des relations quand même avec le monde chrétien, qui sont d'abord beaucoup plus nombreux, donc plus susceptibles de révolution, et surtout qui ont des relations avec l'arrière-ban chrétien d'Europe. Donc, ils sont plus suspects. Voilà. En 1681, un moine capucin nous écrit leur très bonne intégration dans le monde musulman. Mais en 1854, donc 150 ans plus tard à peu près, Ubricini, un juif du sud de l'Italie, rapporte combien la situation des Juifs s'est terriblement dégradée dans l'Empire ottoman. Les Juifs sont passés de la splendeur à la déchéance, splendeur, tout est relatif quand même, hein, mais disons dans une situation de parfaite tolérance, à une déchéance totale. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Et la toute première, et sur laquelle j'ai lourdement insisté, c'est la baisse du niveau de l'éducation. Et j'ai beaucoup insisté parce que la baisse de niveau intellectuel de la communauté juive ottomane a induit tout le reste des catastrophes. Ce qui nous signifie pour nous aujourd'hui, pour nos enfants, nos petits-enfants, qu'il faut absolument les pousser dans l'éducation, dans l'apprentissage, de connaître les techniques modernes, parce qu'il est essentiel pour le peuple juif d'être toujours une pointe en avance dans tous les domaines du savoir. C'est ce qui garantit notre survie dans bien des cas. Donc, baisse de niveau d'éducation qui a amené une déchéance économique, un repli sur soi, on va revenir là-dessus tout de suite, et l'arrêt de l'immigration européenne a appauvri également cette communauté de l'Empire ottoman. Et puis, pour terminer, il y a eu des problèmes linguistiques. Les jeunes générations n'ont pas appris les langues européennes et par conséquent n'étaient plus en mesure d'échanger dans le commerce international avec leurs partenaires européens. Ils parlaient parfois, ou ils écrivaient, mettons en français, mais dans des caractères hébraïques qu'évidemment les correspondants ne comprenaient absolument pas. Alors les chrétiens, pendant ce temps, chrétiens orthodoxes essentiellement, profitent de la situation, profitent de cet affaiblissement, ils se cultivent, ils envoient leurs enfants dans des universités européennes et peu à peu remplacent les Juifs dans tous les domaines qui leur étaient dévolus. La médecine. Or, la médecine, nous l'avons vu, permet d'avoir beaucoup d'influence sur le sultan, sur les cadis. C'est un poste très important, non seulement de médecin, mais également de conseiller politique ou financier ou autre. Donc, progressivement, il remplace les médecins juifs, pas tous. Il remplace les juifs dans la finance. Ils ont des postes élevés. Ils s'occupent du commerce extérieur, du commerce international, et donc remplace progressivement toute la communauté juive. Il y a deux catégories qui se maintiennent un petit peu plus longtemps. C'est d'une part quelques médecins, je viens de vous le signaler avant, et d'autre part une catégorie de femmes qu'on appelle les kiras, qui sont en fait les intendantes du harem du sultan, mais ces femmes très discrètes, très cachées, très effacées, ont une considérable influence sur le sultan. Alors elles vont rester en place un certain temps et fin 15e, tout début 16e, ce sera la fin des kiras également. Alors, les Juifs se maintiennent un peu dans le commerce. Par exemple, on en trouve à Livourne, Livourne qui est sous domination ottomane, encore à l'époque, mais peu à peu, ce déclin est inévitable, inéluctable, et d'autant plus que les réseaux commerciaux des chrétiens sont soutenus par les chrétiens occidentaux et qu'on fera évidemment tout pour empêcher les Juifs d'accéder au commerce. Alors, pour illustrer ça, je vous avais parlé encore de deux événements qui se sont déroulés en Égypte et qui ont des résultats très différents.
Le premier se passe en 1697, donc fin du XVIIe siècle. Un certain Yassif al-Yahoudi, qui s'appelle en hébreu Léon Zafir, qui est directeur des douanes, un poste très élevé, impose sur recommandation du sultan de nouvelles taxes, de nouvelles lois et un nouveau système monétaire en Égypte. Et la garnison fait pression, réussit à le destituer. Il est arrêté, il est assassiné. Point. Et là, ça se termine. C'est-à-dire que la disparition de ce directeur des douanes n'implique absolument pas la communauté. On en voulait à M. Zafir et rien qu'à M. Zafir. Une fois qu'on l'a éliminé, on n'en parle plus, c'est terminé, les Juifs sont tranquilles. 70 ans plus tard, en 1768, un autre directeur des douanes qui s'appelle Yitzhak al-Yahoudi, toujours Yahoudi, intendant des douanes, pour des raisons politiques, pour des raisons de préséance, est arrêté sur ordre du gouverneur. Il n'y a aucune pression populaire. C'est vraiment la décision du gouverneur. Il est arrêté et exécuté. Mais là, il y a une différence. C'est que sa chute, provoquée par le gouverneur et sans aucune pression populaire, marque le début de la détérioration de la situation des Juifs en Égypte, et notamment la fin de l'implication des Juifs dans le commerce international. Donc, on a deux événements un peu similaires, initiés par deux origines différentes, mais dans un cas, et le cas qui est le plus proche de nous, on est au XVIIIe siècle, se traduit par une dégradation de la situation des Juifs en Égypte. Et alors, les catholiques syriens profitent de l'aubaine pour progressivement remplacer les Juifs, même assez rapidement, notamment avec l'aide des Français, qu'on va retrouver à de très nombreuses reprises dans une situation, dans un comportement très pernicieux à l'égard des Juifs. Nous le verrons au fur et à mesure de l'histoire. Le même processus se déroule dans d'autres provinces. Par exemple, plus aucun Juif ne travaille pour la Compagnie du Levant d'origine anglaise. Ils sont éliminés sous la pression des chrétiens syriens. Alors, il reste une question. Comment ça se fait que les Juifs n'aient pas réagi? Aucune résilience, aucun rebondissement. Ils ont accepté leur sort qui se dégrade sans réagir. Mais il y a une responsabilité essentielle, pas exclusive, mais très importante, de l'affaire de Sabtai Tzvi, que je ne vous ai pas raconté en détail, mais vous connaissez l'histoire et on y reviendra. Sabtai Tzvi, ses dates, c'est 1626-1678, 78 pour mon ami Suissesse, qui ne comprend pas les chiffres français. Et Sabtai Tzvi, sa déchéance, sa conversion à l'islam provoque un désarroi total dans la communauté ottomane. Sabtai Tzvi, c'était l'espoir messianique, c'était l'espoir de monter en Israël. C'était un formidable rayon de lumière, pas seulement pour les Juifs ottomans, également pour les Juifs des pays de l'Europe orientale, de Pologne et de Russie. Et sa conversion à l'islam, sa déchéance totale, il a terminé comme petit fonctionnaire à la cour du sultan, il a eu la chance de ne pas être exécuté, a provoqué un désespoir et une perte de repères totale dans la communauté juive. Et ils ne s'en sont pas remis. Il y a d'autres raisons, notamment l'éducation dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais voilà. Il y a eu des disciples de Sabtai Tzvi qui ont continué sa pensée jusqu'à aujourd'hui. Ils représentent une petite minorité religieuse qui s'appelle les Donmé, nous en reparlerons évidemment, et qui existe jusqu'à aujourd'hui. À l'inverse des Juifs ottomans, par exemple, les Juifs polonais ont réagi d'une façon extraordinaire. C'est que l'affaire de Sabtai Tzvi et le désespoir qui est né dans cette communauté a donné naissance au Baal Shem Tov et au chassidisme qui a permis aux Juifs des pays d'Europe orientale de rebondir et de créer un judaïsme rayonnant au XVIIIe et XIXe siècle, avec tous les problèmes qu'il avait, mais un judaïsme extrêmement florissant. Voilà. Alors, l'affaiblissement des Juifs a comme conséquence que les Turcs sont de moins en moins tolérants à l'égard des Juifs.
et ils sont très très forts avec les gens qui sont très très faibles. C'est traditionnel chez les musulmans, vous le savez. Mais pour autant, il y a eu peu de persécutions. Situation difficile, statut de dhimmi, mais peu de persécutions. Et quand il y en a eu, elles ont toujours été à l'instigation de chrétiens. Je rappelle qu'il y a beaucoup de chrétiens, des Arméniens et surtout des chrétiens orthodoxes. Des accusations de meurtre rituel sont apparues dès le XVe siècle, ont été très fortement combattues par les sultans, et notamment par des firmans qui sont des édits du sultan interdisant ce type d'accusation. Donc, à plusieurs reprises, on a retrouvé des firmans interdisant l'accusation de meurtre rituel. Mais au XIXe siècle, les accusations sont de plus en plus nombreuses, systématiquement d'origine chrétienne et européenne, se répandent dans l'Empire ottoman et deviennent là pour le coup une véritable menace pour le peuple juif. Voilà, nous en étions là. Et puis, ben, si vous voulez bien, on va continuer parce qu'on a plein de choses intéressantes à raconter ce soir. Alors, on quitte un petit peu l'Empire ottoman pour parler de deux autres pays, dans les grandes lignes pour le moment, qui ont des grandes communautés juives et qui sont l'Iran et le Maroc. Alors, dans ces deux pays, la condition des Juifs est infiniment moins bonne que dans l'Empire ottoman. Et la communauté du Maroc est une communauté très ancienne, datant probablement entre le premier et le deuxième, la destruction du premier et du deuxième temple, et elle est bien établie et intégrée, mais avec beaucoup de difficultés. Au XVe siècle, début du XVIe, on verra une très importante immigration de Juifs fuyant l'Espagne et le Portugal, et qui va complètement changer la nature de cette communauté. Maintenant, les rapports entre la communauté juive ottomane, par rapport à la communauté juive ottomane, au Maroc et en Iran, il y a deux différences essentielles. On va d'abord prendre le Maroc. Le Maroc, il y a deux handicaps pour la communauté. Premièrement, c'est le souvenir des persécutions almohades. Alors, les Almohades ont été fondés en 1121. C'est un groupe musulman extrémiste, extrêmement violent, qui a envahi d'ailleurs l'Espagne. Ils vont durer de 1121 à 1269. Leur capitale d'origine est Marrakech, donc on est en plein au Maroc. Et le passage des Almohades sur la communauté juive marocaine l'a laissée dans un état totalement désastreux, beaucoup de morts, et elle ne s'est jamais vraiment remise du passage des Almohades. Donc ça se termine en 1261 et ils vont être renforcés par l'apport des Juifs d'Espagne. Alors, d'autre part, les Almohades, lorsqu'ils ont régné au Maroc, ont expulsé les chrétiens. Ce qui fait qu'à l'inverse de la Turquie, les Juifs sont la seule minorité significative demeurant dans un pays entièrement musulman. C'est la seule minorité religieuse qui fait tâche dans ce royaume musulman. L'Égypte, la Syrie, l'Irak, la Turquie, tout ça, ça fait partie de l'Empire ottoman. Et par ailleurs, l'Iran ont d'autres communautés religieuses minoritaires, telles que les chrétiens. En Iran, il y a les zoroastriens, il y a les mazdéens. Et ces pays sont pluralistes, sont donc plus tolérants parce qu'il y a différentes minorités qui se côtoient. Et quand ça va mal dans ces pays, évidemment, les Juifs sont maltraités, mais au fond, ils sont souvent bien moins maltraités que les chrétiens, ou en Iran, les zoroastriens sont beaucoup plus nombreux. Donc en fait, les Juifs s'en tirent plutôt bien comme minorité dans ces États multiconfessionnels, ce qui n'est pas du tout le cas au Maroc. Les Juifs sont seuls à essuyer la colère des musulmans et quand les Almohades prennent le pouvoir, ils vont chasser les chrétiens et les Juifs se retrouvent tout seuls, sans communauté arrière qui puisse les soutenir. Ils sont la seule minorité.
le seul accident religieux du royaume du Maroc. Et ils font tâche dans une société qui, par ailleurs, est totalement homogène. Donc, évidemment, ils sont en butte à la vindicte populaire. Leur situation au Maroc, et en un mot, ça vous signifiera tout, est très proche de celle des Juifs dans les pays d'Europe. Donc, on n'est pas du tout dans une situation du type juif dans les terres musulmanes, mais juif dans les terres chrétiennes. Et ils subiront les mêmes dangers, les mêmes épreuves que les Juifs de la chrétienté. Donc le Maroc, dont beaucoup de nos frères parlent avec beaucoup d'émotion, c'est un Maroc beaucoup plus récent et sur lequel il y a beaucoup à dire aussi, mais en tout cas leur Maroc d'origine n'était franchement pas très sympathique. Alors après la chute des Almohades, 1270, je vous rappelle en gros, il y a un renouveau religieux et communautaire. Le nombre n'est pas très important de Juifs qui sont au Maroc, puisque beaucoup ont été vraiment décimés ou forcés, contraints de se convertir, c'est arrivé aussi. Mais un petit peu plus tard, avec l'arrivée des Juifs d'Espagne, le Maroc deviendra la plus grande communauté juive d'Afrique du Nord et probablement la plus grande ou une des deux plus grandes communautés juives dans le monde musulman. Et le peuple marocain est très hostile aux Juifs, mais pas forcément les dirigeants. Et notamment, il y a des souverains qui sont plutôt bien disposés à leur égard. Par exemple, la dynastie des Mérinides, qui va régner du XIIIe au début du XVe siècle, ouvrira sa cour à la présence de Juifs qui conseilleront largement et dans l'administration. Donc, on va trouver des Juifs au Maroc ayant une situation relativement élevée, mais ça dépend des périodes. D'après un historien qui s'appelle Norman Stillman, il y a pas mal d'avantages pour les autorités à laisser les Juifs accéder à des fonctions importantes à l'époque des Marinides. C'est quoi ces avantages? D'abord, ce sont des marginaux. Donc, ils ne s'appuient pas sur une population. Ils n'ont aucune assise populaire. La population ne les aime pas, ce sont des Juifs. Donc, ils n'ont personne vers qui se tourner. Ils ne présentent aucun danger au plan politique, parce que dans l'Europe chrétienne, ce n'est vraiment pas une terre de refuge pour eux, et ils ne sont quand même pas très nombreux, et ils n'ont qu'une volonté d'indépendance. C'est une minorité méprisée qui ne peut compter ni sur le soutien, ni sur la sympathie du reste de la population. Donc, ils sont très utiles aux souverains parce que complètement indépendants par rapport à une population souvent méprisée, il faut le dire, et aussi utiles au même titre que les eunuques ou les esclaves ou les autres marginaux qui traditionnellement ont servi les princes musulmans du Maghreb. Donc, on voit ces juifs pas réduits, ils ne sont pas réduits au rang d'eunuques ou d'esclaves, mais ils ont un rôle très important dans les cours par rapport à la population marocaine qui, elle, ne les aime pas beaucoup. Et à l'origine, ce sont les Juifs, de concert avec le roi, qui considèrent qu'il serait utile de créer un quartier réservé pour les Juifs pour des questions de sécurité. C'est la naissance du Mellah, que beaucoup d'entre vous connaissent, et il s'agit de protéger les Juifs contre la populace. Mais enfin, les contraintes du Mellah sont quand même pas très sympathiques, c'est assez pénible. Et nous voyons un Mellah fondé à Fès en 1438, près du palais royal, qui bénéficie de la protection royale. Simplement, elle ne marche pas toujours très bien, on va en parler tout de suite. Parallèlement, d'autres Mellahs vont s'installer dans d'autres villes du pays, et là, très souvent, beaucoup plus pour brimer les Juifs que pour les protéger, pour isoler les Juifs du reste de la population. Donc, les premiers Mellahs dans la ville royale à Fès, effectivement, une vocation de protection. Les autres ont une véritable vocation d'humiliation. On est là dans le droit fil de l'opposition de la population aux Juifs installés au Maroc. Alors, je disais que la protection n'est pas toujours efficace, et de fait, en 1465, une révolte éclate au Maroc qui va amener la chute du royaume mérinide,
Et au cours de cette révolte, il y a un pogrom dans le Méla de Fès où pratiquement toute la population juive sera massacrée. 1465. Alors, fin du XVe siècle, donc vers 1495-18, entre-temps, il s'est passé quelque chose, les Juifs ont été expulsés d'Espagne, rappelez-vous, ils commencent à affluer massivement au Maroc, et les Juifs du Maroc émergent lentement de ces épreuves et sont donc renforcés par cette arrivée massive de Juifs d'Espagne. Alors, comme en Turquie, ces immigrés d'Espagne s'imposent aux Juifs autochtones qui sont considérés comme de rang inférieur. Je parle bien des Juifs séfarades au sens espagnol du terme. Ce sont des gens inférieurs et les Juifs séfarades imposent leur suprématie culturelle, économique et communautaire. Comme les Toshavim en Turquie, les Juifs du Maroc autochtone sont désignés par des termes assez péjoratifs par les Juifs séfarades. On les appelle les forasteros, voilà les noms, les forasteros, donc des étrangers, ou les berbericos, les berbères. Ce n'est pas franchement des termes très élogieux pour les Juifs originaires autochtones du Maroc. Mais voilà, c'est comme ça. Et comme en Turquie, les Juifs séfarades sauront très très vite se rendre utiles aux autorités parce qu'ils sont polyglottes, parce qu'ils ont des réseaux encore en Europe et qu'ils aident les sultans pour les relations internationales et diplomatiques, qu'ils mettent à leur service leurs compétences civiles ou militaires. Rappelez-vous que ce sont des gens qui sont doués pour les armes et qu'ils ont encore quelques relations en terre européenne. Les Sfarades du Maroc se taillent une place éminente dans leur communauté jusqu'à une époque contemporaine. Donc, on a vraiment un poids très important de ces Juifs originaires d'Espagne dans cette communauté juive du Maroc. Mais en gros, la situation des Juifs marocains est clairement nettement moins bonne que dans l'Empire ottoman. Ils doivent résider dans le Méla. Ils sont séparés du reste de la population. Quand ils sortent du Méla, il y a de très, très sévères contraintes. Pour éviter toute confusion, ils sont obligés d'aller nu-pieds, ou alors à Fès, c'est encore pire, ils sont obligés de porter des babouches en paille tressée. Alors figurez-vous que ces babouches en paille tressée font créer des plaies sur la plante des pieds, et ils ont toutes les peines du monde à marcher. Mais ils seront obligés de les porter. Ça, c'est à Fès. Et ça va durer jusqu'à l'arrivée des Français, donc au 19e. Voilà la situation des Juifs du Maroc. La dîma est appliquée avec beaucoup plus de rigueur que dans l'Empire ottoman, et on a des recueils de jurisprudence islamique marocaine, qui nous montrent que les Marocains ont porté une attention très, très, très soigneuse à l'application de la dîma, au point d'instituer des restrictions humiliantes qu'on ne retrouve dans aucun autre pays musulman, nulle part ailleurs. C'est le propre du Maroc. De surcroît, quand il y aura combat entre le Maroc musulman et l'Espagne et le Portugal, parce qu'il y a le problème de la Reconquista en Espagne, je ne reviens pas là-dessus, ce combat a entraîné une intransigeance encore beaucoup plus grande des Marocains, une intransigeance religieuse contre la seule communauté qui émerge en dehors de l'islam au Maroc, donc la communauté juive. Communauté assez importante, mais qui réussit quand même à survivre malgré l'opposition des musulmans. Alors, pendant des siècles, les Juifs du Maroc ont eu une vie très difficile et les visiteurs, les voyageurs européens dressent tous le même constat, tel que défini par Stillman. Voilà ce qu'il dit. L'humiliation hautement ritualisée des Juifs dans les principales cités du royaume.
l'humiliation hautement ritualisée des Juifs dans les principales cités du royaume. Ce n'est pas franchement quelque chose de très sympathique. Voyons maintenant un petit peu ce qui se passe en Iran. Alors en Iran, c'est différent parce qu'il y a d'autres minorités, je vous l'ai dit tout à l'heure, des chrétiens, des zoroastriens, des mazdéens, et ces minorités sont dispersées sur tout le territoire. C'est-à-dire que ce sont des minorités visibles, connues de la population, et pas du tout discrètes, pas du tout cachées. Et en général, les musulmans leur sont très hostiles. Au Maroc, l'islam malékite, alors l'islam malékite, c'est un des courants philosophiques de l'islam qui a instauré notamment la royauté. Alors, il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus, mais ce n'est pas notre objet. Malékite, c'est Melech en hébreu. C'est donc un islam gouverné politiquement par un roi et non pas par un calife. C'est-à-dire qu'il y a une dimension temporelle et en plus de la dimension philosophique ou religieuse. L'islam malékite a une attitude très dure contre les Juifs, à la différence de la Turquie, où des Arabes sont globalement nettement plus tolérants. Nous l'avons vu. Mais les Persans, eux, ont des principes encore beaucoup plus rigoureux qu'au Maroc. Et ces principes émanent de leur conception religieuse. Ils sont des adeptes du chiisme duodécimain. Qu'est-ce que c'est que ce truc de duodécimain? C'est un courant religieux de l'islam qui se réfère aux 12 imams, dont le dernier a disparu, c'est l'imam caché, qui reviendra. C'est le courant religieux qui règne aujourd'hui en Iran. Et cet imam caché reviendra, il s'appelle le Mahdi. Voilà, c'est un courant extrêmement rigoriste et qui se développe. Alors, dans ce mouvement religieux, les infidèles, c'est pas qu'ils méritent seulement le mépris et l'humiliation, ça c'est le café courant, ça. Il est tout à fait normal qu'on méprise et qu'on humilie le non-musulman. Mais là, c'est beaucoup plus grave. Ce sont des créatures impures dont le simple contact pourrait souiller le musulman. C'est-à-dire que les règles de relation entre la population et les Juifs sont extrêmement difficiles, extrêmement violentes. Et avant l'instauration du régime safavide, alors les Safavides sont une dynastie qui naît en 1501 et qui va s'éteindre en 1736. À l'origine, ce sont des sunnites soufis, je ne vous rentre pas trop dans les détails, et qui pour se distinguer, originaires en grande partie de l'Empire ottoman, et pour se distinguer de l'Empire d'origine, ils vont basculer dans le chiisme. Alors, pourquoi je vous l'explique? Parce que jusqu'à une période beaucoup plus récente, 18e siècle, l'Iran bascule d'une souveraineté à une autre en permanence. Il est attaqué, il est dominé, et la première domination qu'il connaît, et on en a déjà parlé, c'est la domination mongole. Alors, les Safavides instaurent le chiisme comme religion d'État en Iran, donc ça, c'est très important, puisque c'est ce qui règne définitivement en Iran. Nous sommes là en 1501, mais bien avant leur arrivée, déjà les Juifs d'Iran ont eu beaucoup de difficultés. Et notamment, les Mongols qui ont envahi l'Iran, qui sont arrivés en Iran comme des païens, comme des idolâtres, se sont largement appuyés sur la communauté juive pour asseoir leur pouvoir, organiser leur royaume. Alors voilà, en 1330, ces gentils Mongols païens vont se convertir à l'islam. Et alors, ils vont avoir une réaction absolument invraisemblable. Ils vont s'en prendre à ce peuple juif qui a aidé ce peuple étranger païen à s'installer en Iran. Imaginez, ils se retournent complètement contre les gens qui les ont aidés à asseoir leur autorité, leur politique sur l'Iran.
Et il y aura une terrible vague de répression contre les Juifs en Iran, contre ces Juifs qui ont collaboré, ce sont les termes des Mongols, avec ce régime étranger. C'est hallucinant. Hein. Le grand-père, il était païen, papa, il s'est converti à l'islam, et le fiston, il se retourne contre ces gens qui ont aidé les étrangers. Le grand-père était un étranger. Voilà. Et il y a une chute brutale au nombre de Juifs qui, en fait, du temps des Mongols païens, étaient arrivés au sommet de la hiérarchie, puisqu'ils les ont beaucoup aidés. Tous ces gens vont s'effondrer. La communauté juive d'Iran aura une situation extrêmement difficile. Ça allait très loin parce que les Mongols, quand ils sont arrivés, ont supprimé le statut de dhimmi. Il n'existait pas à leur époque. Donc évidemment, les Juifs, mais aussi les chrétiens, ont profité pour monter dans la hiérarchie. Plusieurs Juifs seront exécutés et il y aura de très très dures épreuves pour toute la communauté. Alors, la période suivante, on n'a pas beaucoup de documents. Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque des Safavides, qui sont très très stricts dans l'application du statut de dhimmi, mais le royaume safavide a été un royaume très riche, très puissant. Et il est clair, il est évident que la communauté juive, comme d'autres minorités aussi, se sont élevées dans la hiérarchie sociale grâce au développement des Safavides. Mais leur situation est toujours extrêmement précaire, à l'inverse de la Turquie et même du Maroc, parce que les Shahs d'Iran sont assez peu enclins de voir des Juifs tenir des places importantes dans l'administration du royaume. On ne veut pas de Juifs à la cour, on ne veut pas de Juifs avec des postes à responsabilité. À l'occasion, on conteste même leur droit à l'existence. Ça, c'est intéressant parce que nous n'avons vu ça dans aucun pays. Un petit peu à l'époque des Almohades, mais qui ne voulaient pas tant les tuer que les convertir. Mais le droit pour les Juifs de vivre, on ne l'a pas vu jusqu'à présent. Il y a une exception quand même. C'est à l'époque du Shah Abbas Ier, qui a régné entre 1588 et 1629, et qui a permis aux Juifs, aux Arméniens, aux Zoroastriens, aux chrétiens de s'établir à Ispahan, qui est la capitale. Alors, même quand on conteste leur droit à l'existence, il y a peu de cas de conversion forcée dans l'islam, et presque tous les cas, presque, pas tous, mais la grande majorité des cas de conversion forcée, on les trouvera en Iran. Donc, si l'Iran n'a pas de très bonnes relations avec nous aujourd'hui, ne soyez pas tellement étonnés, on ne fait que continuer ce qu'on a commencé il y a quelques siècles. Voilà, alors notre brave Shah Abbas Ier, qui a permis aux Juifs et aux autres minorités de s'installer à Ispahan, à la fin de sa vie, il change d'opinion et il devient plus rigoriste et réinstaure toutes les lois discriminatoires à l'égard des minorités en Iran, dans toute leur rigueur. Et donc les Juifs sont également expulsés d'Ispahan en 1656 pour cause d'impureté. Ce que nous avons vu tout à l'heure, dans le chiisme, l'infidèle n'est pas seulement méprisable et sujet à humiliation, il est impur. Et donc, on expulse d'Ispahan et pas mal de Juifs sont contraints à la conversion à l'islam. Et puis, là, nous sommes donc en 1656. Peu de temps après, 1658, le pape intervient pour faire reculer le Shah sur ces conversions forcées. Alors, il s'occupe très bien des chrétiens, mais pas un mot sur les Juifs, pas un mot sur les Zoroastriens. Ce n'est pas son problème. Personne n'est là pour intervenir pour les Juifs. Pourtant, l'édit de conversion va être annulé quelques années plus tard, 5 ans plus tard. Alors pourquoi? Pour des raisons fiscales. Et ça, c'est assez sympathique comme histoire. Selon la chronique d'un juif persan de l'époque, les musulmans de Yazd, Yazd, c'est une ville au sud d'Ispahan. Voilà Yazd écrit noir sur blanc. Yazd.
Les musulmans de Yazd cèdent à la demande des Juifs, contre monnaie sonnante et trébuchante, bien entendu. Les Juifs viennent voir les autorités et leur disent « Intervenez donc auprès du Shah pour qu'il abroge ces lois. » Et alors, ils vont trouver le Shah, une délégation de notables de Yazd, ils vont à Ispahan et plaident la cause des Juifs. Et ils ont deux arguments extraordinaires. Le premier argument, c'est le départ des Juifs de leur communauté, c'est-à-dire leur conversion à l'islam, est très préjudiciable pour le trésor musulman, parce qu'ils ne payent plus la jizya, cet impôt extrêmement lourd que payent les infidèles aux musulmans. Donc on perd beaucoup d'argent. Il vaut mieux qu'ils restent encore juifs, ça ne rapporte beaucoup. Et puis deuxièmement, ils disent ce qui est une loi du Coran, qu'une conversion forcée n'a pas de valeur. Une conversion forcée est sans valeur. Et ça, c'est vrai d'après le Coran. On n'a pas le droit de forcer les gens à la conversion. Voilà leur argument. On peut laver un noir 200 fois, on pourra toujours chercher la moindre trace de blancheur sur sa peau. Voilà l'argument des notables de Yazd. Mais il y a un voyageur français qui se promène à l'époque dans la région et qui a des termes un petit peu similaires. Il s'appelle Jean de Thévenot. Et il a un argument assez proche. Voilà ce qu'il dit. Malgré quelques similitudes entre l'islam et le judaïsme, les juifs persistent dans leur foi et les musulmans conviennent qu'il valait mieux leur permettre d'être de méchants juifs que de mauvais musulmans. C'est une autre façon d'approcher les choses par un voyageur français, Jean de Thévenot. Et donc en 1661, 5 ans après cet édit, un nouvel édit permet aux Juifs de revenir à leur religion à condition qu'ils payent les arriérés d'impôts, les arriérés de jizya, c'est des sommes importantes, à condition donc qu'ils payent leurs arriérés d'impôts au trésor, et à condition également qu'ils portent le signe distinctif qui marque le juif. Et les mêmes mesures seront prises avec les chrétiens et avec les zoroastriens, qui eux aussi avaient été chassés et ont eu le droit de revenir à leur religion d'origine. Vient ensuite, au XVIIIe siècle, entre 1736 et 1747, le règne de Nadir Shah. Nadir Shah, voilà son nom et ses dates. C'est bon, tout le monde a pu noter? Alors on continue. C'est un sunnite et son règne, qui dure une bonne dizaine d'années, sera marqué par un retour vers une politique nettement plus tolérante et qui voit notamment la naissance d'une communauté juive dans une ville sainte, la ville de Meshed, qui existe toujours. Et ce Shah, donc, a une attitude plus ouverte, plus accessible à toutes les minorités, pas seulement les juifs, chrétiens, zoroastriens, etc. Mais ça ne dure pas très longtemps, là on a une dizaine d'années, et arrive sur le trône une nouvelle dynastie, la dynastie Kadjar. Voilà les Kadjar. Alors eux, ils vont durer longtemps puisqu'ils vont durer jusqu'en 1925. La dynastie Kadjar. Elle monte sur le trône en 1794 et là, la condition des Juifs ne fait qu'empirer. Tous les voyageurs européens relatent l'humiliation et la crainte dans laquelle vivent les Juifs d'Iran. Mais en Iran et au Maroc, les Juifs trouvent un peu de consolation dans une vie spirituelle extrêmement riche et extrêmement intense. Et nous verrons quand on développera ces pays, ces personnages, ces personnalités qui ont écrit, qui ont apporté des tchouvot, qui ont maintenu un moral dans les communautés juives. Il y a beaucoup de littérature en judéo-persan et en judéo-arabe qui est rédigée dans cette période
Et spécifiquement, la littérature des Juifs d'Iran est assez particulière. Elle a un aspect extrêmement original qui consiste à rédiger dans une prose rimée en judéo-persan toute l'histoire du Talmud, toute l'histoire de la Bible, sous la forme d'une épopée iranienne, sous la forme littéraire des Iraniens pour raconter leur histoire. Ceci est rédigé en judéo-persan et c'est une approche très originale de notre histoire. Et il raconte également, de la même manière, toujours en prose rimée, la vie contemporaine, l'histoire contemporaine de leur époque. Voilà pour le Maroc et pour l'Iran. On a beaucoup travaillé, mais on va encore se promener un petit peu. Parce que pas très loin de l'Iran, il y a l'Asie centrale. Et là, la situation des Juifs est bien meilleure qu'en Iran. Et par exemple, en 1840, il y a une campagne de conversion forcée des Juifs de Meshed. Ah, Meshed, on vient d'en parler tout à l'heure. Cette ville sainte où des Juifs ont pu s'installer. Il y a maintenant une campagne de conversion forcée. Nous sommes en 1840, hein, c'est plus proche de chez nous. Et les Juifs s'enfuient et partent se réfugier dans deux villes en Ouzbékistan. On se posait des questions, comment ça se fait qu'il y ait des communautés juives en Afghanistan, au Tadjikistan, en Ouzbékistan? Eh bien, en voilà une origine déjà. Ils vont se réfugier dans deux villes, l'une qui s'appelle Marv et l'autre qui s'appelle Charizabs. Excusez-moi, je n'ai pas bien appris l'ouzbek. Donc, on va se réfugier. Oh, je vais mal montrer là. Voilà. Ça va? Je regarde Siggy, alors je sais qu'il a terminé d'écrire. Bon, on va se réfugier là-bas, mais pour autant, ce n'est pas une sinécure, parce que pas très loin, la capitale, c'est Boukhara. Les Juifs de Boukhara, c'est connu, c'est une grande communauté, mais eux non plus ne sont pas vraiment à la fête. Il y a des sultans à Boukhara. Et il y a là aussi, à partir du milieu du XVIIIe siècle, une campagne de conversion forcée dans la ville de Boukhara. Pas dans les villes que je vous ai montrées, mais à Boukhara même. Alors, il en ressort de cette campagne de conversion forcée la constitution d'une communauté de Maran, donc de juifs cachés. Maran, j'aime pas trop le mot, de juifs cachés, et qui vont rester cachés jusqu'à la conquête russe au XIXe siècle. Et beaucoup de récits de voyageurs nous parlent de ces Marans qui vivent leur judaïsme en cachette, tranquillement, mais avec beaucoup de peur en permanence, jusqu'à l'arrivée donc des Russes. Et puis bientôt, l'Europe va ouvrir un nouveau chapitre dans la région et tout ce que nous avons vu va changer à partir du XIXe siècle. Voilà, alors j'en ai fini. On a quand même travaillé assez longtemps là-dessus, sur la période moyenne de l'islam. Et alors, avant de continuer, j'ai beaucoup hésité à vous raconter dans les grandes lignes l'histoire plus contemporaine. J'ai hésité, puis finalement, j'ai décidé quand même de la raconter maintenant et non pas en son temps, parce que ça nous expliquera finalement l'histoire dans chaque pays quand nous aborderons pays par pays. Et si vous voulez bien, on va tout de suite commencer avec une histoire extraordinaire. La fin d'une tradition juive en terre d'islam. Voilà cette histoire. En novembre 1806, nous sommes donc au XIXe siècle, James Green, consul d'Angleterre dans les possessions de l'empereur au Maroc, possession du roi du Maroc plus exactement, entreprend une démarche. Suite à la demande des Juifs de Djebel al-Tariq. Vous savez où c'est Djebel al-Tariq? C'est Gibraltar. Qui sont sujets britanniques. Il demande au sultan de revenir sur une décision qu'il avait prise selon laquelle il est interdit à tout juif d'apparaître dans les territoires marocains vêtus à l'européenne. Pas drôle d'histoire là.
qu'est-ce que c'est que cette histoire de vêtue à l'européenne? Et le sultan annonce au consul qu'il faut qu'il réfléchisse. Alors en fait, les Juifs de Gibraltar s'habillent comme les Anglais, logique. Mais ils ont beaucoup de relations avec le Maroc. Nous allons voir ça tout de suite. Sous la pression du consul, très vite, le sultan accepte d'annuler cette décision, mais les Juifs sont très méfiants. Et ils demandent au consul, est-ce que cette annulation est déjà proclamée dans tout le territoire marocain? Et parce que pour eux, leur tenue vestimentaire, elle est importante, elle les distingue des Juifs du Maroc, et ils se rendent très souvent au Maroc parce qu'ils ont beaucoup de relations là-bas, des relations d'affaires, mais ils ont aussi encore de la famille au Maroc. Et nous arrivons là à une conception, à une lecture du droit extrêmement intéressante et différenciée selon l'optique. Alors, l'épisode est intéressant car Gibraltar est une colonie britannique depuis 1704. Et je vous rappellerai juste que les Juifs n'ont été acceptés dans l'Empire britannique qu'à partir de 1656, sous la pression de Ménaché Ben Israël, rabbin hollandais, qui est allé plaider la cause des Juifs en Angleterre, d'où ils avaient été expulsés en 1292. Donc, ça fait quand même 5 siècles pratiquement que les Juifs n'existent plus en Angleterre, et ça fait qu'une cinquantaine d'années qu'ils sont de nouveau de retour en Angleterre. Donc voilà, Gibraltar est une colonie britannique depuis 1704. Et l'Angleterre s'était engagée auprès de l'Espagne dans les pourparlers qu'il y a eu et le traité qui a été signé, de refuser l'installation de Juifs ou de morts à Gibraltar. Et malgré d'avoir signé ce traité, les Anglais permettent aux Juifs de s'installer sur le rocher de Gibraltar et au point, et il y a une communauté importante qui se développe, au point qu'au XVIIIe siècle, dans la population civile, les Juifs sont largement majoritaires. Alors, il y a également l'armée anglaise. Donc, là, tiens, en dehors des statistiques, dans la population civile, les Juifs sont majoritaires à Gibraltar. Et ils viennent pour l'essentiel du Maroc. Ils sont venus s'installer à Gibraltar. Et donc, au Maroc voisin, ils ont des attaches, ils ont de la famille, ils ont des réseaux commerciaux. Et les Juifs anglais vont être totalement émancipés au XIXe siècle, mais dès le XVIIIe siècle, les Juifs nés anglais, donc nés sur le territoire anglais, ont des droits civils très étendus et surtout, ils bénéficient de la protection de Sa Majesté, à Gibraltar bien sûr, mais également lors de leurs déplacements. Alors voilà, le problème c'est que les autorités marocaines ont un point de vue juridique différent. Ils considèrent que les traités signés avec d'autres États non musulmans ne concernent, avec des pays chrétiens donc, ne concernent que les chrétiens de ces pays. En d'autres termes, des Anglais qui voyageraient au Maroc en costume 3 pièces, il n'y a aucun problème. Ils ont le statut de moustamine que nous avons déjà étudié. Les moustamines sont des visas temporaires et ils restent citoyens anglais. Mais un juif qui voyagerait, même s'il est anglais, il est d'abord juif. S'il voyage en terre du Maroc, il devient dhimmi. Il est soumis au statut de dhimmi. Et donc voilà qu'on a une discussion juridique entre le roi du Maroc et la couronne anglaise. Et à aucun prix, les Juifs ne veulent rentrer au Maroc avec un statut de dhimmi. Et pour les Juifs de Gibraltar, il est tout à fait normal de s'habiller comme leurs compatriotes, mais pour le sultan et les fonctionnaires, ils doivent porter des vêtements distinctifs, pas de costume 3 pièces, qui sont imposés par leur statut de dhimmi. Et les dispositions du sultan sont extrêmement importantes parce qu'il y a de plus en plus de Juifs étrangers
qui voyagent au Maroc et qui s'habillent à l'européenne pour échapper à toute vexation. Oui, mais voilà, ils sont juifs du point de vue du Maroc, ils sont dhimmis et eux, ils ne veulent pas. Finalement, le sultan du Maroc va plier, le roi du Maroc va plier, parce qu'il y a quand même des intérêts financiers extrêmement importants, et il acceptera que les Juifs, d'où qu'ils viennent, de pays chrétiens, et notamment les Juifs de Gibraltar, puissent s'habiller à l'européenne et bénéficier du statut de moustamine et non pas de dhimmi lorsqu'ils voyagent pour leurs affaires ou pour voir leur famille. Mais cette histoire des Juifs de Gibraltar est le tout premier exemple dans l'histoire moderne où une communauté juive issue d'un pays musulman, vivant dans un gouvernement qui est dominé par les Lumières, par l'époque moderne, si vous voulez, un gouvernement européen, et de plus habitant tout près de sa terre d'origine, puisque le Maroc, c'est à quelques brassées de Gibraltar, et cette communauté juive se retrouve défendue par ce pays dont les membres sont citoyens. Ça va avoir un effet déstabilisateur majeur au Maroc. Cet effet déstabilisateur se traduira en pogrom, ça nous le verrons plus tard. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi la première fois que des Juifs européens en appellent à leur souverain pour intervenir auprès d'une puissance musulmane. Donc on a là quelque chose, un renversement total des valeurs qui ont prévalu jusqu'à présent, où on avait l'empire musulman, les royaumes ou l'empire ottoman d'un côté, les royaumes chrétiens de l'autre, et il n'y avait pas d'interférence de l'un avec l'autre, sinon du commerce, des échanges commerciaux, des échanges même scientifiques, mais certainement pas d'ingérence politique. Il s'agit là vraiment d'une ingérence politique d'une puissance européenne dans un État musulman, et ceci au bénéfice des Juifs. Avouez que c'est quand même pas mal. C'est vraiment quelque chose de nouveau, voir des chrétiens défendre des Juifs en terre musulmane. Réfléchissez bien, vous avez 15 jours pour y penser, c'est un événement fondamental. Fondamental, ça va complètement changer la situation des Juifs, la situation des chrétiens, pas toujours d'ailleurs pour notre bénéfice, hein. Vous verrez bien. Les choses ont bien changé depuis l'époque où un sultan ottoman défendait les Juifs, ces Juifs expatriés en terre européenne. Voilà que ce sont des Européens qui défendent des Juifs européens en terre musulmane. Loin l'époque où le sultan ottoman écrivait au doge ou au pape en exigeant la protection des Juifs. Rappelez-vous Dona Grazia, on y reviendra évidemment, et où on écrit au roi de France pour protéger les intérêts des Juifs. Alors, au XIXe siècle, ce genre de démarche, après l'émancipation des Juifs, n'est pas exceptionnel, nous le verrons. Et de surcroît, on est très bien informé en Occident de la vie lamentable, la situation désespérée des Juifs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et les Juifs européens vont intervenir, là on parle des communautés juives, vont intervenir de plus en plus en leur faveur par voie politique et diplomatique en exerçant des pressions sur leur gouvernement propre. Voilà. Alors, ça ne se passe pas toujours d'une façon très favorable, mais ça, ce sera la suite au prochain numéro. La prochaine fois, nous allons parler vraiment en détail de l'affaire de Damas et on va continuer notre histoire des Juifs d'Orient. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Georges. Toda Rabba. Bevakasha. Si je me rappelle bien,